Bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. Notre invité aujourd'hui est Mamadou Barry, dit Petit Barry. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Kambouaro s'étend sous le mont Gangan, récit d'un prisonnier politique sous Sékou Touré ». C'est un personnage particulier. Il a vécu pendant 7 ans au tristement célèbre Kambouaro, sous le mont Gangan. C'est en Guinée, un livre sur l'histoire contemporaine de la Guinée, pays dont il est originaire, mais ce rescapé de la dictature de Sékou Touré, l'un de rares à sortir de prison, est lié au Sénégal, notre pays. On le verra au cours de cet entretien. C'est un ouvrage qui enrichit un peu plus sur la bibliographie et le témoignage sur le président guinéen Sékou Touré et son régime particulièrement répressif. Sa singularité, il a été au cœur de la République en tant que proche collaborateur de l'ancien président Sékou Touré, qu'il côtoyait au quotidien en tant que d'abord directeur du bureau de presse de la présidence et puis député à l'Assemblée nationale. Il fait partie de la génération des cadres guinéens qui voulaient rentrer pour servir leur pays à l'aube des indépendances avant que cela ne dégénère. Il a passé 7 ans en prison suite à des accusations fallacieuses. Dans ce livre, il fait de portraits inédits de bourreaux, de Sherpas de l'ancien président et victime du premier régime guinéen qui aura duré pendant 26 longues années. Bonjour Monsieur Barry. Bonjour. Au plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, ce livre, comme je le disais, retrace une histoire qui est singulière. Elle a eu lieu il y a plus de 50 ans maintenant, près de 50 ans après l'histoire et 40 ans quasiment après la mort de Sékou Touré. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur ce régime et sur Sékou Touré. On peut en citer une dizaine, mais vous attendez plus d'un demi-siècle pour sortir un ouvrage de témoignage. Pourquoi? Oui, vous avez raison, j'ai beaucoup attendu, mais j'écrivais au fur et à mesure et je gardais mes écrits. Mais si vous connaissez les circonstances particulières qui m'ont permis de sortir de la Guinée, j'ai préféré garder le silence pour plusieurs raisons. Premièrement, Sékou Touré m'avait autorisé à sortir de la Guinée légalement. C'est un privilège. Pour aller me soigner en Hongrie. D'autres compagnons ont dû sortir clandestinement. Et j'ai profité de ma sortie en Hongrie pour prendre des dispositions et j'avais décidé de ne plus revenir en Guinée du vivant de Sékou Touré et de son régime. Craignant d'être arrêté de nouveau. Parce que je lui avais fait confiance moi-même, je pensais qu'il pouvait protéger ses collaborateurs et je me suis rendu compte qu'il est puissant, mais qu'il y a autour de lui des gens aussi puissants qui peuvent absolument prendre les décisions qu'ils veulent. Vous pensez qu'il était manipulé ou bien qu'il avait de conseillers? Non, pas manipulé, mais il y avait des groupes au sein du gouvernement, des tendances différentes, surtout son frère puiné, Ismaël Touré, qui veut toujours démontrer qu'il est aussi puissant que son frère. Et très souvent, il arrive à arracher ce qu'il veut à son frère. Parce qu'il lui dit, tu choisis entre eux et moi. C'est ainsi que très souvent. Sauf que le pouvoir... Ou bien, il lui dit, je démissionne. Tout mon groupe, tout le comité révolutionnaire, nous démissionnons. Si tu n'acceptes pas que tel ou tel soit arrêté. Donc c'est des luttes entre eux, évidemment. Lui-même, il cède. Parfois, il refuse. Pour certains cas, il refuse. C'est votre cas? Oui, au début, mais ils sont revenus à la charge. Et ils ont obtenu gain de cause. Donc, la première raison, j'ai tenu à garder le silence. La deuxième raison, c'est que je ne voulais pas qu'on s'attaque à ma famille. Parce que d'habitude, s'ils ne peuvent pas t'avoir, ils s'attaquent à ta famille. C'est arrivé à beaucoup de gens, comme Camara Lai.
Sa femme est rentrée en Guinée pour voir son père qui a fait 5 ans de prison. Et on l'a gardé pendant 8 ans en prison, sans jamais l'interroger. Tout simplement parce que Camara Laye était dans l'opposition. Il était à Dakar ici. Et il luttait avec l'opposition contre le régime de Sékou Touré. On a dit, tiens, on tient ta femme. Continue. Otage. 8 ans. Celle-ci avait 7 enfants, dont un bébé de 4 mois. Qu'elle n'a revu qu'après 8 ans. Et donc la troisième raison, c'est que j'avais obtenu un travail aux Nations Unies. Et aux Nations Unies, il y a une obligation de réserve. Et on ne peut pas dire ou écrire certaines choses sans demander l'autorisation au secrétaire général. Et puis j'étais un peu déçu à ma sortie. La tournure que la Deuxième République sous Lansana Conté? Voilà, de Lansana Conté. Les promesses qui avaient été faites par le comité militaire de redressement national sur un nouveau mode de gouvernement, une démocratie, et rompre avec le système Sékou Touré. Ça n'a pas eu lieu, bien au contraire. On a senti que ceux qui prenaient le pouvoir, c'était les mêmes. Et une fois le président de l'Assemblée nationale guinéenne, sous Lansana Conté, c'est Aboubacar Somparé, il m'a dit, Barry, tu sais, le PUP, le PIP, Parti de l'Unité et du Progrès de Lansana Conté, c'est le PDG plus le libéralisme. Donc, pour lui, c'est le même système. Il n'y a pas eu véritablement de changement. Ouais, et j'ai compris par la suite qu'il avait parfaitement raison. Voilà. Donc ce sont les raisons qui m'ont amené à attendre cette déception. Je me disais, la même chose reprend quand j'ai vu les crimes qu'on commettait sous la Deuxième République. Et plus tard, je me suis dit, c'est à désespérer de la Guinée. Oui, c'est à désespérer de la Guinée. On en reparlera. Dans ce livre intitulé Kamboaro, 7 ans sous le mont Gangan, dans ce livre, vous racontez votre vie aux côtés de Sékou Touré avant la disgrâce, si on peut l'appeler ainsi, la répression, les coups d'État réels ou imaginaires, M. Barry. Mais pourquoi vous, on le sent un peu, il y a eu de signaux avant-coureurs avant votre arrestation, pourquoi vous n'avez pas pensé une seule fois à fuir le pays parce que vous avez senti que l'étau se resserrait autour de vous? Ou bien c'est toujours cette peur qu'il y ait de règlement de compte de vos proches? Oui. Parce qu'à un moment, vous étiez très proche du Sénégal. Oui. Vous arrivez dans une localité frontalière du Sénégal et vous sentez même un appel de vos enfants qui étaient, on le rappelle, à l'époque au Sénégal. Mais vous n'avez pas franchi le pas. Une fois, nous sommes allés à Mauritanie. C'était en 1970. C'est le président de l'époque, Mokhtar Ould Daddah, le président de la République islamique de Mauritanie, qui avait convoqué une réunion. Il était le médiateur entre le Sénégal et la Guinée. Ouais, dont les relations étaient très dégradées. Exactement. Donc il était le médiateur et je faisais partie de la délégation guinéenne. Nous avons été à Nouakchott. Ça s'est bien passé. Le Sénégal a pris une position très nette. Il a dit, nous n'allons pas livrer les Guinéens qui sont au Sénégal ici. La Guinée voulait que le Sénégal livre 44 Guinéens qu'il considérait comme étant impliqués dans la fameuse agression du 22 novembre. 1970. Senghor a dit, si je te les livre, tu vas les tuer. Parce que c'est ce que la Gambie de David Diawara a fait. Il a livré 35 jeunes Guinéens, tous d'ailleurs des Peuls. Il les a livrés. Air Guinée est venu les chercher et ils ont tous été exécutés en Guinée. Vous le relatez dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage. Et Senghor a dit, nous allons expulser tous ces Guinéens vers leur pays parce qu'ils ont double nationalité. Certains sont ivoiriens, d'autres sont gabonais, ils sont français, parce que je sais que dans ces pays, ils ne seront pas exécutés, mais pas en Guinée. Mais je dis au gouvernement guinéen que le Sénégal ne sera pas utilisé comme terre d'agression contre la Guinée. C'était un engagement très sage. Voilà. Alors on est revenu d'ailleurs dans l'avion du président Senghor, la flèche des Almadies, de Nouakchott jusqu'à Dakar.
Et nous sommes arrivés à l'aéroport, ils nous ont invités à la salle de réception à prendre un rafraîchissement. Et là, j'ai pensé un moment à partir. Ouais. Je me suis dit... Ça vous a traversé la tête? Oui. J'ai dit, il y a mes enfants à côté. Ils sont ici à Fan, à Fanok. J'ai envie de partir. Mais j'ai vu comment les négociations se sont passées à Nouakchott. Le Sénégal tenait à rassurer ses Touré. Et je me suis dit que si je franchis le pas, je vais embarrasser le gouvernement sénégalais. Et deuxièmement, j'ai ma famille en Guinée. Toujours. J'ai ma mère, j'ai mes frères, mes soeurs. Et on va s'en prendre à eux. Donc finalement, j'ai renoncé. Mais ma mère, plus tard, quand je lui ai expliqué cela, elle m'a dit non, tu es sous l'effet de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Parce que tu es tout le temps avec Sékou Touré, tu manges avec lui, mais tu es sous l'effet de quelque chose. Tu ne peux pas te détacher de lui. Il dit, je ne peux pas te l'expliquer, mais il y a quelque chose et c'est profond. Irrationnel, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais qu'on ne peut pas expliquer. D'accord. Voilà. Alors vous restez, il y a eu beaucoup de signaux avant-coureurs, on convoque votre mère, votre fiancé, et d'un jour à l'autre, vous êtes arrêté, en 1971. Ouais. Mais entre-temps, vous relatez dans le livre qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Sékou Touré, au début, il a refusé une autre catégorie, mais par la suite, vos ennemis, vous relatez, un de vos amis, un de vos collègues à l'école, Mamadi Keïta, était à l'œuvre. C'est cela. Alors, juste pour revenir un peu sur l'aéroport de Dakar, donc finalement, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal de l'époque vient nous annoncer que le président Senghor dit qu'il met son avion personnel à la disposition de la délégation guinéenne pour nous ramener en Guinée. Vous n'en aviez pas à l'époque? Non. La Guinée n'avait pas de... On avait, mais on n'était pas venu avec Air Guinée. Mais c'était un signe pour montrer que... Le Sénégal veut apaiser la situation avec la Guinée. Donc nous sommes repartis en Guinée, dans la flèche des Almadies. Et le Sénégal tenait beaucoup à ce qu'on mette fin aux campagnes radiophoniques. Voilà. Rappelez-nous ça, les campagnes radiophoniques. On s'insultait. La voix de la révolution, voilà, et puis Radio Sénégal, c'était pas agréable à entendre. Voilà. D'accord. Voilà. Et vous rentrez en Guinée? Je rentre en Guinée, et puis bon, ça va. Alors, comme vous le dites, il y a eu des signes avant-coureurs. Il y a eu certains incidents qui ont commencé à créer des problèmes dans les rapports de travail que j'avais avec Sékou Touré. J'ai raconté l'histoire de la carte postale de Aimé Césaire. Aimé Césaire qui lui écrit pour lui dire « Tu veux me faire croire que Fodéba est un traître ?» Une lettre, une carte dans laquelle il lui exprimait tout son mépris et tout de désaveu. Depuis lors, Sékou Touré même a arrêté de vous... Parce que je suis le messager. C'est moi qui ai transmis la carte postale. Mais au lieu de s'en prendre à celui qui a écrit la carte, il s'en prend au message. C'est moi qui lui ai montré la carte postale. Puisque à l'époque, je m'occupais même du courrier, du courrier de la présidence. Alors, j'ai senti, après ça, je ne recevais plus le courrier de la présidence. Vous l'avez relaté dans l'ouvrage. Alors, il y a eu un deuxième petit incident que j'aimerais noter. Un jour, il me dit de ne plus introduire ses discours. Les discours... En général, c'est moi qui introduis. Quand il fait un grand discours, je dis voilà. Devant le public? Voilà, à la radio. Ah, ok. À la radio, je fais une introduction. Je dis c'est à l'occasion de tel ou tel événement, le président a fait un discours. Je fais un bref résumé. Et puis il me dit de ne plus introduire, de passer son discours sans introduction. Je ne comprends vraiment pas. Alors, je continue à dire il y a eu tel événement, le président a fait un discours, on vous présente le discours. Il se plaint, il a même téléphoné à Saïfoula Diallo. Qui était à l'époque le président de l'Assemblée nationale. Voilà, qui était à l'époque nos ministre d'État. Pour lui dire que je n'ai pas obéi à ses instructions. Alors Saïfoula me téléphone pour me dire le président t'a dit de ne pas introduire ses discours. Pourquoi tu le fais? J'ai dit, mais on ne peut pas passer un discours sans une introduction. Il te dit de ne pas introduire ses discours. Fais ce qu'il t'a dit. J'ai dit bon. Mais plus tard,
Quelques semaines après, il y a un jeune homme de la police, d'ailleurs il était de Kankan. Il est venu me dire, en secret, il me dit, c'est le quotidien de la sécurité qui a dit que les gens n'écoutent plus, les Guinéens n'écoutent plus les discours du président parce qu'ils sont trop longs. Ils écoutent le résumé que Petit Barry fait. Petit Barry résume en 5 ou 10 minutes ce que le président a dit en 3 heures. Donc, alors les policiers disent, ça c'est une information, on n'écoute plus les discours du président qui sont trop longs. On préfère écouter les résumés de Petit Barry. Pour gagner du temps. Voilà un incident. Là aussi, il m'en veut. Il se fâche contre moi. Puis il y a eu beaucoup d'autres petits incidents, je ne peux pas tout citer. Mais il y a eu en tout cas une série de faits. La dernière série, on le rappelle rapidement parce qu'on n'a pas assez beaucoup de temps pour tout le résumé. Mais on fait un jour, vous étiez à la présidence, vous le dites dans le livre, le président traverse tout le monde, il vient jusqu'à vous, il vous serre la main, il vous dit « Petit Barry, vous croyez en Dieu ?» 2 fois et puis vous dites oui, après il s'en va. Ça c'est le jour de mon arrestation. Ça c'est le 13 juin, c'est le dimanche 13 juin, moi je ne peux pas oublier cette date. Ça s'est passé à 53 ans, mais je ne peux pas oublier. C'est le dimanche 13 juin 1971. Ce jour-là, il y a eu votre dernier moment de liberté. Voilà. Il y a eu des meetings présidés par Keïta Mamadi et Ismaël Touré à Conakry 1 et à Conakry 2. Très violent, très violent. Est-ce que vous voulez qu'on arrête tout le monde? Les gens crient, ils tapent sur la table. Le contexte à l'époque, il faut le dire pour rappeler pour ceux qui nous suivent, c'est qu'à l'époque, il y a eu une agression portugaise contre la Guinée. Il y a eu des arrestations, des prisonniers ont été libérés. Et alors, Sékou Touré, qui est coutumier de vie, va dire voilà un coup réel pour mener une purge au sein de la population guinéenne. Exactement. C'était en novembre, c'est les Portugais, un commando portugais qui est venu pour libérer 26 prisonniers de guerre du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dont le leader était Amilcar Cabral. Parce qu'ils ont d'abord essayé de négocier pour obtenir leur libération. Ils étaient prêts à donner de l'argent pour obtenir leur libération. Cabral était d'accord. Il dit, si donne assez d'argent, je suis preneur. Je vais construire des hôpitaux, des dispensaires, des écoles dans les zones libérées de la Guinée-Bissau. Mais Sékou Touré lui avait dit non, il ne faut pas, on ne va pas accepter. Mais finalement, le gouvernement, donc les gens se sont organisés et les parents même, certains parents de ces prisonniers ont contribué, ont donné de l'argent au gouvernement portugais pour que les soldats portugais aillent libérer leurs enfants. Alors, ils libèrent leurs enfants, mais en complicité avec des Guinéens, on le rappelle très vite, qui vivaient ici à Dakar, en exil et au Sénégal et en Gambie. On leur dit, finalement, on leur ment, on dit qu'on va aller libérer votre pays, on va renverser le Sékou Touré, qui était un régime très sanguinaire. Alors, ils se sont embarqués avec eux. Dès qu'ils ont libéré les prisonniers, ils sont partis, ils ont laissé là-bas les Guinéens. Exactement, c'était le Front de Libération Nationale de la Guinée, le FLNG, FLNG, qui a été créé en Côte d'Ivoire en 1966, quand il y a eu la tension entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, au sujet du président Nkrumah. Le président Nkrumah a été renversé en 1966, et il a pris refuge en Guinée, et à un moment donné, Nkrumah a dit qu'il va rentrer au Ghana. Et la Guinée a aussi dit qu'il va ramener, alors donc en passant par la Côte d'Ivoire. Alors là, Houphouët s'est levé. Et tous les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire se sont mobilisés. C'est en ce moment qu'ils ont créé le Front de Libération Nationale de la Guinée. Donc il y avait une antenne en Côte d'Ivoire, il y a eu une antenne au Sénégal et puis à Paris. D'accord. Ce qui se passe donc quand les Guinéens sont entrés en Guinée et que dès qu'ils libèrent les Portugais, ils restent là-bas. Finalement, le régime prend le contre-coup et ils sont tous arrêtés. Ils sont tous arrêtés, c'est eux qu'on exhibe. Les Portugais sont partis avec les 26 prisonniers. Ils les ont tous libérés. Ils vont dire que c'est de peu, voilà, le complot est réel. Et puis ils ont exhibé ceci comme étant des machines. Et puis ils ont dit maintenant qu'il y a des complices intérieurs. Il y a des complices. J'explique bien dans le livre. Dès son deuxième discours, le 22 novembre à midi, il dit l'agression extérieure est intimement liée
à des complices intérieurs. Qu'on appelait la 5e colonne. Voilà. Donc, dès ce moment, ils disaient aux militants d'être vigilants, etc., etc. En ce moment, ils ont des listes, préparent des listes des gens qui vont être arrêtés. C'est la paranoïa, c'est la panique générale et surtout la délation. C'est ça, les règlements de compte. La délation. Voilà, les règlements de compte. On en profite pour mettre en état d'arrestation tous ceux qui n'ont pas pu arrêter avant. Et pourquoi? Parce que le monde entier soutenait la Guinée. Les Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, il y a eu des résolutions condamnant les Portugais. Donc Sékou Touré en a profité pour dire nous condamnons les agresseurs et leurs complices intérieurs. Tu as vu le jeu qu'ils jouaient, c'était extrêmement dangereux. Donc personne ne pouvait les défendre. Et Diallo Telli même, qui était secrétaire général de l'OUA, il a convoqué une réunion extraordinaire à Lagos pour soutenir la Guinée. Et lui-même, vous savez, plus tard... Il va tomber, comme vous allez tomber, vous allez être victime collatérale de cette agression portugaise en Guinée. Mais dans la prison, on y va très rapidement parce qu'on ne peut pas tout dire en quelque temps. Mais en prison, quand vous êtes arrêté et qu'on vous accuse de complicité avec cette agression-là, vous tentez de vous suicider en prison, vous le dites dans l'ouvrage, les interrogatoires musclés, les tortures pour extorcer de témoignages. Pourtant, à vous lire, hein, malgré tout, vous n'avez pas perdu l'estime du très austère président. Il vous écrit à 2 reprises pour vous rassurer qu'il ne vous arrivera rien. C'est un privilège. Oui, c'est un privilège. Entre guillemets. C'est en même temps une tactique. Parce que lui, il veut faire croire à la réalité du complot. Donc, une personne comme moi, qui est très connue, au niveau de la presse, au niveau des médias, ils veulent ma déposition. C'est important pour eux. C'est pour cela qu'on me cajole. Comme disent les peuples. On vous amène de fruits. Voilà, les gardes, les gendarmes me torturent, me harassent. Et puis Émile Cissé, qui représente Sékou Touré, vient dire non, qui vous a dit de le torturer, etc. Et puis on me dit non, il faut arrêter, le président lui fait confiance. Et le lendemain, il m'amène une note du président pour dire Petit Barry ne crée rien, il faut dire tout ce qu'on te demande. Donc, il veut que je m'accuse et que j'accuse les autres. Il m'a envoyé 2 notes. Mais les notes qu'il m'a envoyées n'étaient pas violentes, n'étaient même un peu... Mais à d'autres détenus, c'était des ordres. Il les sommait de dénoncer autant de personnes que possible. Donc, lui-même, parfois, il téléphone aux détenus. Il a téléphoné à Telli, il a téléphoné à Portos. Parfois, il téléphone aux détenus pour leur dire n'ayez pas peur, je compte sur vous, etc. Donc, il participe de son palais, il participe aux interrogatoires. Finalement, il n'avait pas du temps pour travailler, il ne faisait que c'est ça des son règlements travail. de compte. Une partie de son travail, c'est ça. D'accord. En tout cas, dans le livre, hein, très rapidement, vous expliquez également, à cerner le personnage de Sékou Touré, c'est un broyeur d'intellectuels. On dirait qu'il éprouvait un fâcheux plaisir à embastiller ou à tuer gratuitement les cadres guinéens. Il a décimé l'intelligentsia guinéenne. C'est un destructeur d'hommes, Sékou Touré. Un destructeur d'hommes. Et c'est ce que les Malinké, les Djeli, Malinké appellent Sulukusunto, c'est-à-dire lien affamé. Les rois cruels, dans le vieux manding, on les appelait Sulukusunto, lien affamé, qui est capable de se jeter sur tout ce qui vit, qu'il découvre. Lien qui est à jeun, qui n'a pas mangé tout. Mais donc, pourtant, il n'était pas aussi cruel au début. Il était armé de bonnes intentions. Non, au début, non, mais la paranoïa l'a atteint à un moment donné. Et même son ami, André Levin, il faut lire le livre d'André Levin, consacré par exemple à Telli, où il décrit la personnalité paranoïaque de Sékou Touré. Manipulateur d'hommes. Mesquin. Voilà. Et parce que souvent, les gens qui l'arrêtent, il leur dit, il faut arrêter Bangoura Karim, par exemple. Vous le dites dans l'ouvrage. On cite son nom. Et puis le père de Bangoura Karim prend peur, il vient voir le président. Le président dit non, c'est la contre-révolution qui cite c'est mon meilleur ministre. Il est un de mes meilleurs ministres, Bangoura Karim. Je ne peux pas l'arrêter. Mais
Après, qu'est-ce qui se passe? Au mois d'août, ils ont changé de tactique. Oui. Ce n'est plus le comité révolutionnaire qui arrête. Quand on cite ton nom, c'est le comité du quartier qui vient te chercher. D'accord. Si tu es à la minière, le comité de la minière. Si tu es à Boulbinet, le comité de Boulbinet. Donc il dit que ce n'est pas lui, c'est le peuple qui arrête. Et ça, c'est quand ils ont surtout commencé à arrêter les cadres sous-sous. Comme Kassori Bangoura, comme Karim Bangoura. Quand ils ont commencé à arrêter les cadres sous-sous, ils ont dit c'est le peuple qui arrête. Beaucoup d'intellectuels guinéens sont morts sous son régime. On ne peut pas le décompter aujourd'hui. Il n'y a pas en tout cas de chiffres pour le moment. Mais dans le livre, vous parlez de beaucoup de personnes, beaucoup d'intellectuels. Est-ce qu'avec le recul, M. Barry, le temps peut-être ne nous permet pas de tout évoquer dans cet entretien, mais avec le recul, est-ce que vous pardonnez? Moi, je ne peux pas pardonner tant que nos compagnons sont enfuis dans les fosses communes. L'élite de la Guinée, les pères fondateurs de la Guinée sont dans les fosses communes. Ils n'ont pas été réhabilités. Leur honneur a été souillé. Leur honneur a été souillé. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous ne voulons pas laisser la parole aux bourreaux et à leurs successeurs. C'est Aragon qui le dit après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait des problèmes similaires. Parce que les bourreaux veulent qu'on taise ce qui s'est passé. Ils présentent Sékou Touré comme un héros. Mais il y a la deuxième face du personnage, un destructeur d'hommes. Et pour nous, il est important que les objectifs de l'association des victimes du camp Boiro soient atteints. D'accord. Voilà. C'est important, mais on termine par cela. On ne peut pas ne pas l'évoquer. Vos rapports avec le Sénégal sont également particuliers. Vous épousez une Sénégalaise, c'est la fille de Abdoulaye Sadji, l'écrivain. Ah oui. Vous connaissez bien le Sénégal? Je connais bien le Sénégal, j'aime beaucoup le Sénégal. Et j'avais même des amis sénégalais avec qui j'ai étudié, qui voulaient que je reste au Sénégal. Ils me disaient toujours, Barry, qu'est-ce que tu fais en Guinée? Viens ici, viens au Sénégal. Comme Sadji Abdoulaye, Sadji Bouker Sadji, qui était chef du département germanistique de l'allemand à Cheikh Anta Diop, ou bien comme Kader Fall, qui était avec moi à Toulouse, ministre de l'Éducation nationale. Vous avez étudié à Toulouse, en France, voilà, on était avant Toulouse, d'être expulsé voilà, vers la Guinée, puis vous retournez en Suisse. C'est ça, exactement. Donc j'ai beaucoup d'amis au Sénégal, et certains voulaient même que je reste ici, au lieu d'aller en Guinée. C'est ça. Avec le recul, très rapidement, votre regard sur l'actualité guinéenne, sur la Guinée, votre pays qui vous est très cher, plus de 60 ans après l'indépendance, ce pays manque cruellement, connaît un retard de développement énorme. Très rapidement, on termine par ça. La Guinée est un des plus beaux pays du monde. Un pays qui pourrait être un paradis, mais qui a été transformé en enfer à cause de la gouvernance. Ils ont mais sauf que Sékou Touré est mort depuis 40 ans presque. Oui. Mais le système hérité du régime Sékou Touré demeure. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est les mêmes méthodes. On peut aller vous kidnapper chez vous, vous mettre en prison. Vous n'avez aucun droit. Des gens sont exilés aujourd'hui, ils ne peuvent pas rentrer. Des gens qui pourraient servir leur pays, qui ont beaucoup d'expérience, ils sont en exil. Tu ne peux pas sortir comme tu veux. Tu ne peux pas jouir des libertés fondamentales d'un citoyen. On peut t'empêcher de voyager. Pour nos téléspectateurs, on va peut-être terminer sur une note plus optimiste. Vous ne pouvez pas désespérer de ce pays voisin du Sénégal, de ce pays dont on parle, qui regorge d'autant de ressources. Je pense, moi, la solution, c'est l'unité. Il faut qu'on se regroupe. C'est-à-dire? Il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on crée un État confédéral ou fédéral. Avec au niveau de la sous-région et au niveau de la CEDEAO, au niveau de la sous-région. Il y a des affinités naturelles entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, tous ces pays-là. Il y a des liens profonds, culturels et historiques. Il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on s'unisse. On sera plus fort. On sera plus fort. D'accord. C'est important. On aurait voulu évoquer d'autres sujets relatés dans l'ouvrage.
c'est-à-dire pour cerner les autres, les bourreaux, les Sherpas de Sékou Touré, ceux qui l'aidaient à exécuter la sale besogne. Il y a également les victimes, les intellectuels guinéens qui ont été décimés sous cette époque-là, mais on n'aura pas eu assez de temps pour le faire la prochaine fois. En tout cas, c'est le premier livre. Le second livre est attendu, n'est-ce pas? Bientôt, au premier trimestre 2024, si Dieu me le permet. Il est déjà prêt. Oui, il est presque prêt. Et des amis sont en train de relire. C'est la suite de l'ouvrage. C'est la suite. On appellera Retour au Kambouaro. C'est-à-dire qu'on nous a transféré à Kindia, on a fait 7 ans. On va nous ramener au Kambouaro le 25 mai 1978. Nous allons faire 6 mois au Kambouaro et nous allons être libérés. Alors j'explique dans le deuxième tome ce processus, ce que j'ai retrouvé au Kambouaro, la libération, comment sortir de la Guinée. Mon frère m'a dit, tu es sorti du Kambouaro, mais la Guinée elle-même est une prison. Il faut sortir de la Guinée si tu veux refaire ta vie. Donc, comment je suis sorti de la Guinée, comment je suis entré aux Nations Unies, comment j'ai pu regrouper ma famille et essayer de faire une nouvelle vie. Vivement la suite. Alors, M. Barry, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Mesdames et messieurs, on rappelle qu'on recevait Mamadou Barry, écrivain. Il a écrit un ouvrage intéressant sur l'histoire de la Guinée, les coulisses de la dictature en Guinée. C'est une histoire de la Guinée qu'on a revisitée ensemble. C'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Prochain rendez-vous peut-être quand le livre sortira, Inch'Allah. Inch'Allah en 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup.